BFM Business, l'invité d'Edwige Chevrillon. Notre invitée Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Hélène Carrère-Dancos, merci d'être avec nous. Vous êtes historienne, vous êtes une grande spécialiste de la Russie, vous connaissez très bien Vladimir Poutine. De temps en temps on dit vous le connaissez trop bien, mais on va revenir, il y a beaucoup d'actualités à ce sommet entre l'Ukraine et l'Union européenne. Il y a eu cette rencontre entre Vladimir Poutine et Vladimir Poutine à Erevan, c'était jeudi dernier. Et puis il y a là, en l'occurrence, John Kerry qui a dit vendredi que la Russie n'appliquait pas correctement le cessez-le-feu. Je voudrais d'abord peut-être vous poser une question justement par rapport à ce que dit John Kerry. Que faire pour que ces accords de Minsk soient respectés? D'abord, je voudrais dire que John Kerry exprime son opinion. Il y a une position américaine et je pense que les États-Unis ne sont pas très contents que les accords de Minsk aient été faits en dehors d'eux. Ça, je pense que c'est une chose très simple. C'est une opération franco-allemande et c'est comme ça qu'on peut faire fonctionner, qu'on peut arriver à dénouer la situation entre l'Ukraine et la Russie. Oui, enfin, il a raison. En tous les cas, ce qu'on voit, il y a des morts en permanence, il y a des offensives. On voit bien qu'ils ne sont pas respectés, ces accords de Minsk. Qu'il y ait des incidents, c'est évident. Et parce que, d'abord, il faudrait grossir les contingents de l'OSCE qui sont capables de surveiller ça. Il faut tout de même qu'il y ait des gens sur le terrain et qu'il y en ait suffisamment. Et une fois encore, je pense que c'est l'OSCE qui peut faire ça. C'est son rôle à elle. C'est une affaire européenne. Et mais c'est évident que ça ne se passe pas tout seul. C'est un conflit d'une certaine importance. Qu'est-ce que cherchent les Russes aujourd'hui? D'abord, est-ce qu'ils contrôlent vraiment ce qui se passe? C'est un peu la grande question. Est-ce que c'est eux qui fournissent des armes? Qu'est-ce qui se passe? Alors, deux questions. Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? Est-ce qu'ils contrôlent? D'abord, ils ne contrôlent pas vraiment. Et il est très clair qu'il y a sur le terrain, d'abord les séparatistes, ils ont une idée à eux, les séparatistes. Ils savent ce qu'ils veulent et ils pensent qu'ils peuvent emmener la Russie jusqu'au point où elle les soutiendra véritablement, militairement. Il y a, c'est évident, sur le terrain des volontaires russes. Ça, c'est tout à fait clair. Des gens qui, en Russie, décident qu'ils doivent y aller. Et ça aussi, la Russie ne les contrôle pas. Elle ne contrôle personne. En réalité, ça, c'est la première question. Et ce que Vladimir Poutine cherche, c'est à maintenir ça à un niveau, je dirais, le moins dangereux possible. Mais il ne peut pas aller au-delà. Il est coincé parce qu'il ne peut pas non plus dire « je m'en désintéresse ». Il s'agit de populations russophones. Donc ce que vous dites, c'est que ça a été en train d'échapper au pouvoir russe, notamment à Vladimir Poutine. Nous, on n'a pas ce sentiment-là, mais vous pensez que c'est... Moi, je crois que c'est tout à fait évident, parce que Vladimir Poutine est partagé entre ce qui est son objectif, et c'est votre seconde question, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on en finisse avec l'histoire de l'élargissement de l'OTAN. Une fois que la question aura été réglée, c'est la position française et allemande d'ailleurs, pas d'élargissement de l'OTAN aux frontières de la Russie. Et c'est la question ukrainienne. Donc l'Ukraine qui reste un peu un tampon entre la Russie et les membres de l'OTAN. C'est une question qui remonte à 1991, à la fin de l'Union soviétique. Depuis 1991, même depuis la réunification de l'Allemagne. Jusqu'où peut aller l'OTAN? La question est posée. Et la Russie n'a cessé de dire nous ne voulons pas que les frontières de l'OTAN, ce soit les frontières de la Russie. Et il y a des engagements qui avaient été pris avec Gorbatchev. Il ne faut pas l'oublier. La Russie a accepté la réunification de l'Allemagne. Il y a des engagements qui ont été pris sur la Crimée et Vladimir Poutine, le moins qu'on puisse dire, les a pas tellement respectés. Alors attendez, la Crimée, on peut en reparler si vous voulez. C'est pas si simple que ça. La Crimée n'est rentrée dans la géographie ukrainienne qu'en 1954 par un coup de baguette magique. Sébastopol n'en faisait pas partie. Et malgré ça, les Ukrainiens ont loué Sébastopol aux Russes. Donc c'est une question ambiguë. En fait, la Crimée n'a jamais été tellement ukrainienne. Mais je crois que c'est autre chose. Alors, pour être très précise, quand la Russie a accepté en 1991, quand on a signé la fin de l'Union soviétique, on a dit la fin de l'Union soviétique, on respecte les frontières telles qu'elles sont. Mais la position russe a été, c'est un accord qui lie les pays qui font partie de la communauté des États indépendants, c'est-à-dire ceux qui font partie de la CEI, ce que n'est pas l'Ukraine. Ouais. Donc la Russie ne considère pas qu'elle est... Donc on se sort comment de cette situation? Parce que d'un côté, on a quand même l'impression il serait même, si l'on en croit certains Américains, victimes d'un syndrome, je ne sais plus quel. Comment fait-on pour sortir de cette situation, Hélène Carrère-Dancos? Parce qu'on a l'impression que Poutine pas mal. S'isole beaucoup. La Russie va quand même très mal sur le plan économique avec les chutes des prix du pétrole. Comment s'en sort-on? Alors, d'abord, on a pris une bonne voie.
elle a été prise par François Hollande et Angela Merkel, et je crois que c'était une bonne chose, d'essayer de faire un accord, l'accord de Minsk, mais un accord comme ça, il doit être surveillé, c'est jour après jour qu'il faut le tenir. Regardez comment ça s'est passé au Moyen-Orient, on n'en est encore jamais sorti. Donc il faut véritablement, c'est une affaire de longue haleine, on ne dit pas on a fait un accord et puis c'est terminé. Il faut donc une patience considérable, ça c'est la première chose. Deuxièmement, la Russie c'est vrai qu'elle ne va pas très bien sur le plan économique, mais en même temps, je vais vous dire, c'est les difficultés qu'elle rencontre, notamment à cause du cours du pétrole, parce que c'est ça la difficulté fondamentale. Ces difficultés sont peut-être une chance pour elle. Et quand Poutine dit il faut traverser 2 années très difficiles, il n'a peut-être pas tout à fait tort, car là, je dirais, la Russie a vécu de la rente pétrolière. Et sans transformer son économie. Oui, elle n'a rien fait. Et un jour, Poutine avait dit, quand on lui avait posé les questions au forum de Valdaï, on lui a dit quel serait le bon prix du pétrole. Il a dit il ne faut pas qu'il soit haut, parce que nous sommes paresseux et nous ne faisons rien. Et là, ils sont au pied du mur et on voit très bien, quand on regarde sur le terrain en Russie, que des choses se font, que précisément les Russes commencent à s'intéresser à leurs richesses naturelles, commencent à s'intéresser à leur agriculture. Dans les boutiques russes maintenant, il y a la production russe. C'est un petit progrès. Bon, si ce pays est acculé à ça, il a tout de même de l'énergie, il a des moyens. D'une certaine façon, je ne dis pas que ce soit la solution que préfère la Russie, c'est bien plus commode de vendre son pétrole à un cours élevé. Qui peut succéder à Vladimir Poutine, Hélène Karalenko? Parce que là, on a l'impression que c'est le nouveau tsar, enfin, c'est pas plus qu'une impression. Voilà, il a un peu tué tous ses opposants, malheureusement aussi dans la réalité. Qui pour succéder à Vladimir Poutine? Alors, la question, elle n'est pas ouverte aujourd'hui, mais elle sera ouverte en 2018, le mandat, il a droit à 2 mandats. Oui. Mais moi je suis convaincu personnellement qu'il ne fera que celui-là, tout simplement parce que la société change, qu'on ne peut pas être président pendant 2 mandats d'abord et puis 2 mandats ensuite, ça fait beaucoup trop, surtout ce sont des mandats de 6 ans maintenant. Et l'opposition, il y a une opposition qui existe, elle est faible. Qui a été assassinée, qui a été... Non, mais Nemtsov n'était pas le chef de l'opposition, c'était l'une des figures. L'une des figures emblématiques quand même, parce que, et médiatiques, ce qui est important. Non, il y a beaucoup de figures de l'opposition, il y a des gens doués là-dedans, y compris des gens comme Yavlinsky, etc. Ce sont des gens qui ne savent pas s'organiser ensemble. Jusqu'à présent, ils n'ont pas appris. Bon, ça c'est une école de maturité politique. Oui, puis ils n'ont pas tellement le choix, parce que quand même, on voit bien que les manifestations sont réprimées. Attendez, les manifestations sont une chose, autre chose est l'évolution de la société. C'est une affaire de société. La société russe, n'oubliez pas, l'Union soviétique est morte maintenant il y a pratiquement un quart de siècle. Il y a une génération qui arrive, une génération de gens extrêmement éduqués. D'ailleurs en Russie, toujours, on a été très éduqués. Mais de gens qui ont voyagé, qui se déplacent sans arrêt, qui savent comment fonctionne le monde. Toute la Russie est équipée. Il y a 60 millions de foyers équipés en Internet. Tout le monde a des téléphones portables, c'est-à-dire qu'ils savent tout ce qui se passe dans le monde. C'est une génération qui n'est plus du tout une génération paralysée. Et c'est là que sortent les gens. On l'a vu déjà aux élections municipales il y a 3 ans. On a vu surgir des figures. Par conséquent, il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas de... Il y aura mais il n'y a pas d'élection. On verra, Hélène Karalenko, vous êtes très optimiste, et pour cause, parce que vous connaissez bien la Russie, mais vous avez donné une description assez optimiste quand même de ce qui se passe. Écoutez, il y a eu une période, n'oubliez pas que Vladimir Poutine avait cédé sa place à un garçon qui s'appelait Medvedev, qui était peut-être son protégé. C'était un peu un tour de passe-passe ou de bonneteau pour pouvoir ensuite revenir. Rien ne prouvait qu'il pourrait revenir. Je peux vous dire que l'ayant vu dans cette période, dans ces 4 ans, on sentait qu'il n'était pas heureux et qu'il se demandait. Et Medvedev, au fond, a manqué de caractère à la fin. Mais il avait très envie de rester, ça c'était très clair. Puisque vous connaissez si bien les rouages, est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine est sans doute un des hommes les plus riches de Russie? En tous les cas, alors ça, il paraît. Honnêtement soit dit, je ne connais rien de sa fortune, mais je l'ai entendu dire. Et je dirais que ça, c'est son point faible. C'est même son point le plus faible au regard des Russes, parce que les Russes aiment qu'on réussisse, mais ils considèrent en même temps que le pouvoir n'est pas fait pour gagner tellement d'argent. Je crois que c'est la réalité qui s'est servie de tous les côtés, et ça noircit son image. Alors pour l'instant, si vous me permettez, pour l'instant, sa popularité est très grande, parce qu'il n'y a pas de doute qu'il a 80% de gens derrière lui, à cause de la Crimée, à cause de la fierté nationale que les gens éprouvent. Mais en même temps,
il faut regarder dans le long terme. Enfin, son mandat se termine en 2018. Et la question d'argent va revenir. Ça, c'est quelque chose qui, moralement, ne plaît pas à la société. Que pensez-vous de cette affaire de Mistral, donc de ces navires de guerre que la France ne veut plus livrer, étant donné ce qui se passe notamment en Ukraine, évidemment. À Erevan, ils en ont parlé. Vladimir Poutine s'est exprimé en disant c'est simple, il y a des compensations si la France ne livre pas. Et visiblement, François Hollande dit pourquoi pas, mais on pensait qu'il y aurait un accord jeudi dernier. Il n'y a pas eu d'accord. La compensation financière, ça peut être une des solutions. Comment est-ce que vous voyez? C'est pas une compensation financière. La France doit rembourser ce que la Russie a payé. Oui. Alors après, est-ce que la Russie voudra demander des indemnités? C'est pas tout à fait sûr. Ça, c'est pas certain. On sent bien que Vladimir Poutine hésite là-dessus. Oui, on a bien vu en fin de semaine. C'est très clair. Mais je voudrais dire quelque chose. Il faut tout de même être lucide sur cette histoire. On se dit, les Russes perdent tout parce qu'ils n'auront pas la technologie de nos... Mais pas du tout. D'abord, ils ont travaillé sur la moitié du Mistral et ils ont les plans de l'ensemble du Mistral. C'est-à-dire que du point de vue de la technologie, le transfert de technologie est opéré. Donc, premièrement, ils n'ont plus tellement besoin de ces Mistral et ils peuvent eux-mêmes faire ce qu'il faut. En plus, si vous voulez, il y a des affaires d'entretien et tout ça. Alors, je pense que c'est une histoire fâcheuse des deux côtés. C'est pas très bon qu'on ne respecte pas des accords. Et on voit très bien que le président Hollande a hésité. Mais on est dans un contexte particulier quand même, vous le reconnaissez. Je ne sais pas si... Je ne suis pas sûr qu'il... livrer des Mistral en ce moment, alors qu'ils étaient en train de prendre le contrôle de la Crimée, et puis avec ce qui se passe en Ukraine, enfin je ne sais pas, Mais est-ce que les États-Unis ne font pas des transferts d'armement extrêmement importants qui finissent là où il ne faut pas? Je crois que nous sommes extrêmement vertueux et nous ne tenons pas compte que tout le monde n'en fait pas autant. Moi, je suis française. Je suis très attachée aux intérêts de la France et je me dis que ça risque d'être comme l'histoire de la Syrie où on a dit on va aller en guerre puis on a été lâché par les Américains. Ça va être les relations avec l'Iran. Nous sommes très vertueux, les États-Unis vont se raccommoder, etc. On se trouve toujours un petit peu plus vertueux que les autres et nous sommes perdants. Et en matière, je dirais, économique, c'est nous qui serons perdants. On parle, vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie française. Je crois que la voix de l'Académie française a été un peu absente autour de tout ce débat de la réforme du collège menée par Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, notamment sur le latin et le grec. Elle a voulu rassurer, mais on voit bien que ça ne rassure pas ceux qui considèrent justement que les langues anciennes structurent les têtes. Et puis il y a aussi la question de l'allemand. Pourquoi ce silence de l'Académie française? Est-ce que vous considérez que le latin et le grec, c'est un petit peu du passé? Parce que l'Académie française estime qu'il ne faut pas tous les matins intervenir. Là, c'est pas tous les matins, là, il y a une réforme. Non, mais attendez. Il y a les questions du latin et du grec, elle fait partie d'un ensemble, comme la question de la langue allemande et des langues étrangères. Elle fait partie de l'ensemble des propositions de Najat Vallaud-Belkacem. On ne dispose pas de la totalité des textes pour l'instant, même nous n'avons pas encore les textes de la réforme. Nous sommes en train de les rassembler tous les textes. Nous allons faire l'étude. Nous allons certainement nous mettre avec les autres académies pour donner notre point de vue. Mais si on donne comme ça, par petits bouts, on dit on n'est pas d'accord avec ci, on n'est pas d'accord avec ça, je crois qu'il... mais sur latin grec, tout le monde s'est mobilisé, enfin beaucoup de gens se sont mobilisés justement, ce qui a fait un peu bouger la ministre. Si l'Académie française avait aussi dit quelque chose en disant attends, le latin et le grec, ça fait partie de notre culture, on peut pas... Elle n'a pas bougé, elle dit des paroles rassurantes. Je crois oui, c'est ce qu'elle a dit sur BFM TV il y a encore quelques jours. Mais oui, mais ce sont des paroles rassurantes, mais il y a tout un ensemble, parce que ces réformes, c'est un bloc. C'est un bloc où véritablement les disciplines disparaissent, c'est tout à fait clair, et le latin et le grec font partie de ces fondamentaux de l'éducation. C'est pour ça que nous avons décidé, nous, de regarder l'ensemble de la réforme, et à ce moment-là, de nous prononcer sérieusement, de faire une sorte de contre-rapport. Je crois que la question est trop importante pour qu'on puisse se permettre et quand est-ce que... ça veut dire quand est-ce qu'on aura... Avant l'été quand même, ou sinon ça sera... non, mais les textes vont apparaître. Dès que nous aurons les textes, nous pourrons réagir. Mais nous voulons... Et à ce moment-là, ça sera l'ensemble des académies, vous en tête... Mon idée, c'est de mobiliser les autres académies pour que nous fassions ensemble. Pour protester, quoi. Hein? Pour protester. Pour bien marquer ce qui n'est pas possible. Et pour essayer d'en tirer les conclusions. Parce que, le problème, c'est cette perception interdisciplinaire. Oui, le latin et le grec deviendra un enseignement pratique pluridisciplinaire. Et voilà. Et oui, mais l'histoire de l'enseignement du pluridisciplinaire, ça veut dire que sur des sujets vagues,
on met un petit peu de latin, un petit peu de grec, un petit peu d'histoire, un petit peu de... Bon, c'est du point de vue, je dirais, de l'approche, ça veut dire que personne n'apprendra plus rien. Mais en quoi le latin et le grec, je fais un peu de provoque quand même, enfin, je pense qu'il y a des tas de gens qui se posent des questions, en quoi aujourd'hui c'est encore important d'apprendre le latin ou le grec? Parce que ça structure l'esprit, ça apprend. Quand on n'apprend pas le latin et le grec, on peut apprendre enfin, je dirais que des langues construites sont extrêmement utiles. L'allemand, ça sert dans la vie quotidienne. Le latin et le grec, c'est tout notre système de référence. Toutes les langues se sont formées à partir de là. Tout ce que nous savons s'est formé à partir de là. Bon, je crois que ça ne gêne personne. Simplement, l'idée, c'est que le latin et le grec sont discriminants. Que c'est socialement les langues d'une élite, ce qui est tout à fait faux. Ça n'est pas vrai. Il y a des collèges de ZEP ou de ZUP où les gens demandent à faire du latin et du grec. Mais on dit c'est discriminant, ça appartient à une élite, c'est le passé. Et c'est pour ça que... Est-ce que c'est, je ne sais plus quel est évidemment un élu de droite qui a dit, là en fait cette réforme du collège et Najat Vallaud-Belkacem, il préfère Jamel Debbouze à l'éducation nationale. Je crois que c'est Ramayad en l'occurrence. Est-ce que c'est excessif? Est-ce que c'est de l'humour? Mais vous trouvez que c'est pas si faux que ça? Écoutez, je ne connais pas Najat Vallaud-Belkacem, moi je veux juger sur pièce et j'attends de voir les textes parce que ce que je lis est absolument monstrueux, y compris les professeurs d'éducation physique qui s'expriment dans une langue absolument incompréhensible. Enfin, tout ça est irrationnel. Je demande d'avoir les textes. Sur les textes, je me ferai une idée sur ce qu'est ce ministre. Et je ne veux pas le juger avant, je ne veux pas lui faire un procès d'intention. Mais après, quand vous allez avoir les textes, là, vous allez vraiment rentrer dans les détails et prendre une position officielle. Oui, absolument. Et je n'exclus pas d'aller la voir pour essayer tout de même de lui parler, de lui expliquer ce que nous pensons. Parce que c'est vrai que, de temps en temps, on se pose la question de savoir, l'Académie française, vous prenez peu position dans le débat public. Après tout, sinon, quel est votre rôle? Écoutez, ça n'est pas ça, nous en prenons sur beaucoup de choses, mais nous nous battons par exemple sur la langue française, parce que d'abord, parce que nous travaillons énormément à la modernisation de la langue française pour qu'on ne nous dise pas qu'elle ne sert à rien, et notamment à travers les commissions de terminologie, c'est une bagarre considérable pour que les mots techniques, les mots des sciences soient en français pour que la langue subsiste, parce que si elle est balayée, bien sûr, ça c'est un de nos combats permanents. Nous nous battons, mais nous avons, vous savez... Mais dans le débat public, on parle beaucoup justement de l'absence de formation, d'éducation, de la génération qui monte. C'est important. Je crois que tout le monde parle en ce moment. Tout le monde, chacun a une opinion sur le matin. Mais justement, ceux qui sont en charge de ça. Non, il ne faut pas que la parole de l'Académie soit noyée parmi les paroles de tout à chacun. Nous ne sommes pas le café du commerce, car nous vivons dans un café du commerce permanent. Je suis désolé de le dire. Alors l'Académie, elle s'exprime quand elle pense qu'elle doit s'exprimer. Nous le faisons sur un site. Alors je peux vous dire, nous avons un site qui s'appelle Dire. Sur notre site, nous avons une grande rubrique qui s'appelle Dire, ne pas dire, où précisément nous montrons ce qu'est notre patrimoine culturel, notre patrimoine linguistique. Nous avons une fréquentation formidable. Nous avons publié des extraits de ça et c'est traduit en chinois. Les Chinois sont fascinés par ça. Je suis allé en Chine expliquer comment nous modernisions la langue française, mais ça vaut mieux que de participer au café du commerce. Dire ou ne pas dire, en tous les cas, on attend votre rapport, votre réaction à la réforme du collège voulue par Najat Vallaud-Belkacem. Merci beaucoup. Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, était notre invitée. Voilà, c'est la fin de ce 12h30. Dans un instant, c'est Paris est à vous, Good Luxe avec Aurélie Planex. Nous, on se retrouve ce soir 18h-19h avec un invité, Pierre Gattaz, le président du MEDEF, qui réagira aux chiffres du chômage.